Bonjour, bonjour. On va voir si je suis capable de respecter le temps et tout. Je vais même peut-être aller vite, on va voir. C'est toujours une grande surprise au niveau du timing. Donc, euh, je veux parler, donc j'ai même intitulé ma présentation vers une alliance D/trans, favoriser l'autonomie et l'autodétermination dans la diversité des parcours de genre. Ben oui, voilà, mon beau titre. Euh, donc, Pour débuter, je vais parler d'une prémisse qui est assez commune dans notre champ ou dans nos champs de recherche, qui est cette idée que les personnes trans, les personnes des trans ont des intérêts divergents ou opposés sur le plan médical. Euh, L'idée veut que les personnes trans bénéficient de l'accès aux soins de transition de genre, alors que les personnes des trans bénéficieraient plutôt des barrières à l'accès aux soins. Et donc, ça mène à des confrontations politiques et cliniques, donc, notamment par rapport aux jeunes. Donc, cette idée euh, que dans le fond, oui, bon, on veut augmenter l'accès aux soins pour les personnes trans, mais on ne veut pas non plus dans le fond, causer des dommages ou des injures aux personnes des trans. Et donc, il faut un peu faire un peu la part, puis un peu faire un équilibre. Alors que moi, ma thèse, et je pense que c'est quelque chose qui est bien supporté par les données, c'est que tout au contraire, euh, les intérêts des communautés trans et des trans sont plutôt alignés par rapport à l'accès aux soins. Pourquoi? Parce que principalement, les barrières aux soins ne préviennent pas ni le regret, ni les détransitions de façon générale, et même que ces barrières-là peuvent être au détriment des personnes des trans. Euh, alors, je propose plutôt une alliance des... L'alliance des trans, ça se dit mal en... C'est plus le fun en écrit parce que tu dis... Oh, c'est pas un beau... pas un très beau bleu, ça. Hein? OK, c'est quoi ça? Attends. Regardons. C'est spécial, ça. OK. Ah! Donc, en matin, OK. On va essayer le noir. Ouh, ça c'est mieux. Fait que quand je dis D/trans, c'est ça qu'il faut qu'il vienne dans votre tête, parce que ça se dit moyen. Mais une alliance des trans qui place l'emphase sur l'autonomie, l'autodétermination de genre, puis la diversité des parcours de genre. Donc, ma présentation est basée sur des articles qui ont été publiés dans Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity et dans le International Journal of Transgender Health. L'article dans International Journal of Transgender Health était notamment en collaboration avec des personnes qui ont vécu des parcours de détransition. Donc, avant de rentrer dans les détails, je vais juste faire un petit aparté que quand je dis trans et des trans comme des catégories comme séparées, ça ne veut pas dire que c'est des catégories qui sont mutuellement exclusives. Je les sépare pour les besoins de la présentation, mais il y a souvent des personnes qui détransitionnent, qui s'identifient comme des trans, qui sont néanmoins trans. Notamment et assez souvent des personnes non binaires qui ont vécu une transition médicale et qui ont ensuite arrêté leur transition médicale ou même fait pris des soins de transition de genre à sens inverse. Dans ce contexte-ci, vu que je parle principalement de la transition médicale, donc je parle vraiment que des personnes qui désirent ou qui ont accédé à des soins médicaux, et donc ma présentation ne porte pas tant sur les personnes qui ont seulement transitionné socialement. C'est sûr que ça va être pertinent parfois, mais mon focus est vraiment sur l'aspect médical. Donc, j'ai débuté par une exploration des bases théoriques et empiriques de la relation entre les barrières aux soins et les regrets pour démontrer que finalement, ça ne marche pas. Après ça, je vais parler un peu des détriments potentiels que les barrières aux soins ont pour les personnes des trans et ensuite, enfin, je vais esquisser une approche qui est solidaire, ancrée dans l'autonomie, l'autodétermination du genre et la diversité des parcours de genre. Donc, première partie, les barrières, ça ne marche pas. Donc, typiquement, ce qui est peut-être le plus habituel, c'est que
pour avoir accès aux soins de transition de genre, il faut passer une évaluation de l'identité de genre, de la dysphorie de genre ou de l'incongruence de genre, notre belle nouvelle terminologie de c'est pas ICD en français. Ok, même santé mentale. wellness. Ouais, mais ICD, c'est le. En tout cas, whatever. C'est pas le DSM, c'est l'autre affaire. Mais cette barrière-là, c'est vraiment seulement justifié si c'est bénéfique. Et le bénéfice est principalement présumé. L'idée, c'est que valider l'identité des personnes, valider s'ils ont vraiment une dysphorie de genre ou whatever, ça aide à prévenir les regrets. Au niveau des méthodes de comment ça se fait, c'est principalement diagnostic sous le DSM, historique de genre, questionnaire standardisé et corrélat de regrets. Or, si on rentre dans les détails, on va voir tout ce qui se fait dans ces méthodes d'évaluation-là, on remarque que finalement, pas mal tout est équivalent soit à l'identité autoreportée de la personne, donc c'est-à-dire, est-ce que tu es trans? La personne dit oui, OK. Ou c'est basé sur des stéréotypes ou des considérations arbitraires. On s'entend que les stéréotypes et les considérations arbitraires, ça ne fait pas fort science. Non. Au diagnostic de dysphorie de genre dans le DSM, je ne vais pas parler de celui de l'ICD. Pourquoi? Parce que l'ICD n'a pas vraiment de critères. C'est juste comme une courte définition sans trop de détails. Donc, ce n'est pas vraiment une méthode d'évaluation en soi. Plus une définition pour démontrer que la personne a une incongruence marquée entre son identité de genre et c'est quoi la phraséologie en français? En son identité de genre? Sexe assigné à la naissance. À l'aide d'au moins 2 de 6 critères. Vous allez tous avoir remarqué que je suis pas plus habitué de parler de ça en anglais. Mais c'est pas grave, c'est le fun d'être au Québec des fois. En plus, quoique, ici, je peux moins sacrer parce que si en Alberta, ils ne comprennent pas les sacs en français, fait que si je dis tabarnak, ils vont être comme ah, je sais pas c'est quoi. Mais au Québec, les gens savent ok, je sais c'est quoi tabarnak. Donc, il faut avoir 2 critères sur 6, ce qui est déjà pas tant que ça. Mais le problème, c'est que déjà, ce qu'on voit, c'est que quand tu as besoin de juste 2 critères sur 6, ça veut dire que c'est assez facile de satisfaire les critères sans avoir de dysphorie par rapport à son corps et ou sans avoir de désir de transition médicale. Alors que, deuxième problème, si une personne a un désir profond de transitionner sur, par exemple, l'euphorie de genre ou toute autre raison, ça peut être rejeté. Donc, le diagnostic va potentiellement pas pouvoir être offert. Il n'y a aussi aucune spécificité quant aux parties du corps. Tu peux avoir, mettons, un diagnostic DSM, l'utiliser pour avoir une chirurgie génitale, alors que les critères ont été satisfaits par rapport à la dysphorie sur la poitrine. Il n'y a aucune spécificité à ce niveau-là. Et à part les critères qui sont purement stéréotypés, tout ce que ça demande, en fait, c'est une auto-identification de l'identité de genre, ou de la dysphorie de genre, ou du désir de transition. Fait que, dans le fond, ça ne demande pas grand-chose autre que est-ce que tu veux transitionner. Moyennement utile. Et donc, la question se pose, pourquoi est-ce que ça préviendrait les regrets mieux que juste le consentement éclairé, alors que, justement, ça revient à soit l'auto-identification de genre ou des stéréotypes. Une autre façon d'évaluer l'identité de genre qui est très souvent utilisée, c'est prendre l'historique de genre, qui est un peu cette catégorie nébuleuse qui veut en fait dire, tu t'assois avec la personne, tu leur demandes, parle-moi de ton enfance. Après ça, tu vas probablement dire que c'est de la faute de leur mère ou quelque chose de même, qui était trop distante ou pas assez distante ou whatever, ou qu'elle
qu'elle haïssait trop les mecs ou qu'elle aimait trop les mecs. Tu peux jamais gagner en psychanalyse. Mais l'historique de genre comme méthode d'évaluation, c'est fondamentalement basé sur les stéréotypes. Stéréotypes voulant que les vrais trans le savent depuis que c'est des bébés, des petits bébés. Le savent depuis toujours, sont hétérosexuels, sont super très conformes dans leur présentation de genre, des affaires de même. Beaucoup de stéréotypes. C'est pas basé sur des preuves empiriques ou même des preuves théoriques. C'est purement des stéréotypes et même des stéréotypes que, historiquement, ce qu'on a vu dans les recherches, notamment d'Elliot Marrow en histoire de la médecine aux États-Unis, qui était basé principalement pas sur cette idée de est-ce que cette personne-là est vraiment trans ou pas, mais plutôt est-ce que cette personne-là va potentiellement créer une controverse sociale qui pourrait avoir un impact sur moi, médecin. Donc, c'est même pas tant basé sur les stéréotypes en tant que tels que sur une présupposition de l'impact social sur le médecin qui a une peur réputationnelle à ce niveau-là. Ça, pourtant, même critères qu'on garde aujourd'hui et qui sont aussi souvent utilisés. Une autre méthode, c'est les questionnaires standardisés. Ça, surtout comme le monde comme plus comme psychiatre, médecin, adore leurs questionnaires. C'est tellement le fun. Tu mets des petits checkbox, tout ça. Donc, par exemple, le GIGDQAA ou le UGS, Utrecht Gender Dysphoria. C'est quoi le S? Scale. Ah oui. Scale. C'est souvent scale. Scale. Gros problème avec ces questionnaires-là. Déjà, leur validation était basée sur le DSM-4, donc garbage in, garbage out. Si l'application du DSM est pas très utile, tout questionnaire qui est validé sur la base du DSM va aussi être poche. Et c'est pas surprenant que des études suggèrent notamment que presque 50% des personnes trans se disent ne se trouvent pas bien représentés dans ces questionnaires-là. Déjà, ces questionnaires sont très binaires, très transnormatifs, cette idée de il y a juste une façon d'être trans. Il faut fitter cette façon-là. Il y a une grosse emphase sur seulement la dysphorie de genre, pas sur, par exemple, l'euphorie de genre ou toute autre partie de l'expérience de genre. Il n'y a aucune spécificité par rapport aux parties du corps non plus, même chose que le DSM. Tu peux avoir les critères, aucune distinction entre, par exemple, dysphorie par rapport à la poitrine versus génitale. Puis, il y a aussi juste comme plein de facteurs qui ont comme fuck all rapport. Genre, c'est quoi ton expression de genre? Ou comment tu te sens par rapport aux stéréotypes de genre puis au rôle de genre? C'est comme, OK, mais comme, qu'est-ce qui arrive si t'es comme une femme trans butch? Genre, ça aide pas tant. Dernièrement, là, ce que les gens essaient d'utiliser beaucoup, puis surtout dans les gros arguments euh, sur le plan politique, c'est les corrélats empiriques. Les corrélats empiriques, dans le fond, c'est des études qui disent ben, il y a une relation, il y a une corrélation entre tel facteur et le regret. Déjà, généralement, les études ne trouvent pas vraiment de corrélation, mais même les études qui disent oui, il y a une corrélation, le problème qu'on tombe dedans souvent, c'est que c'est pas des très grosses corrélations. Il y avait une étude de 21 facteurs. Sur 21 facteurs, 2 avaient une signification statistique. Puis on s'entend qu'ils n'ont pas fait d'ajustement pour le multiple correlation problem. Pas fait d'ajustement pour les comparaisons multiples, ce qui veut dire que probablement que même ces deux-là n'avaient pas vraiment de signification statistique anyway. Mais si on regarde ces deux-là, ils expliquaient 3,6% de la variance. Ça veut dire que même ces facteurs-là qui avaient corrélation, 96,5%
maths mentale, 96,4% de la variation par rapport au regret n'était pas expliquée par ces facteurs-là. Fait que tu vas-tu aller rejeter une personne parce que tu vas dire ouh, ouais, mais tu as juste 96,4% de chances de ne pas regretter versus 100%. Fait qu'on va te nier les soins. N'importe quoi. Il y avait une autre étude qui a aussi regardé à ces deux facteurs principaux-là. Puis, si tu combinais les deux, le taux de regret passait de 0,4% à 15,8%. Ce qui veut quand même dire que tu finis par nier 84,2% des personnes qui ont les deux facteurs, qui n'auraient pas eu de regret. Seulement 15,8% des gens avaient des regrets s'il y avait ces deux facteurs-là. Puis, si tu regardais seulement le facteur interne, parce que les deux facteurs étaient transformativité, donc fitaient ce pattern de comme oui, je savais depuis que je suis enfant, non. Puis l'autre facteur était support familial. Si on exclut le support familial parce que ça c'est externe, puis c'est pas très éthique de considérer la réponse familiale par rapport à est-ce que tu as le droit de transitionner ou pas, c'est un peu donné, les personnes avec des préjugés, tu leur donnes un veto, c'est moyen. Fait que si on regarde juste le facteur interne, le regret passait de 0,4% à 1,7%. Ce qui veut dire que si tu avais un haut taux de... si tu ne fitais pas le modèle transnormatif, tu avais seulement 98,3% de chance de ne pas avoir de regret. On s'entend que ça ne donne pas des données très utiles pour décider à qui donner accès aux soins ou pas. Oui, techniquement, c'est à base scientifique. Oui, techniquement, il y avait signification statistique, tout ça. Mais on s'entend que sur le plan pratique, c'est pas utilisable. Tu peux pas vraiment utiliser ça en tant que clinicien, clinicienne. Si on regarde dans les données qui comparent le consentement éclairé et les barrières de soins, donc le modèle gatekeeping habituel, on remarque qu'il n'y a aucune preuve empirique que le gatekeeping, ça marche. Les taux de regret sont très bas dans les deux cas. Et il y a des études intéressantes qui viennent de l'équipe de Dutch Team qui... Faut que je me donne 2 secondes parce que là, je viens de dire quelque chose de positif sur la Dutch Team. Mais ils ont accidentellement publié une étude qui avait des informations intéressantes. Ils ont regardé aux personnes qui essayaient dans le fond, d'éviter les barrières. Donc, il y a une application de barrière. Puis là, ils ont regardé, OK, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui, genre, mentent ou les personnes qui vont juste comme skipper notre étape de gatekeeping. Puis ils ont regardé, ils ont remarqué que finalement, le gatekeeping n'avait aucun impact sur les bénéfices psychologiques ou sur le regret ou whatever. Donc, ce qu'on voit avec ces données-là, c'est que les barrières, ça ne permet pas d'éviter ou même de réduire de façon significative le taux de regret en soins trans. Les taux de regret sont bas et relativement stables, peu importe les approches cliniques. Mais je pense qu'on peut même aller un peu plus loin. Je pense qu'on peut dire même que les barrières nuisent aux personnes des trans. Pourquoi? Parce que ça décourage l'honnêteté, ça fait entrave à l'exploration du genre, ça augmente la honte et la colère, ça fait promotion de la transnormativité, c'est l'affaire qu'on a dit que finalement c'était peut-être pas bien bon. Ça fait entrave au développement de l'alliance thérapeutique, ce qui est très important pour santé mentale, santé physique, santé sexuelle, beaucoup. Et ça porte aussi atteinte à la qualité de la divulgation d'informations, alors que les informations, c'est la base sur laquelle les gens vont faire une décision. Donc, ça empire les décisions de tellement de façons.
Premier rappel, c'est que les soins de transition de genre sont fortement désirés. Quand les gens vont comme demander à leur médecin, je peux-tu avoir des titty pills? C'est pas genre, moi, je pourrais ou je pourrais pas. Genre, c'est non, non, genre, gimme, gimme, gimme. Ce qui veut dire que t'as peur que la réponse soit non. Qu'est-ce qui arrive quand t'as peur que la réponse soit non, puis que la personne qui dit oui ou non a des critères très spécifiques? Tu mens pour fitter les critères. Story is all this time. Et déjà, très difficile de distinguer est-ce que la personne ment ou pas. Et plus tu mets de barrières, bah, les personnes deviennent juste meilleures à mentir. Je regardais dans des données des années, genre, il y a un bout, là, genre 80, début 90, ça fait le même. T'avais même du monde comme. C'était assez impressionnant, là, les mondes qui payaient des acteurs pour faire semblant que c'était leurs parents. Du monde qui, genre, avant l'invention de Photoshop, comme faisait des genres de modifications de photos puis tout ça, mais comme old school avec genre des vieilles, des techniques assez analogues et tout ça. Écoute, c'est assez impressionnant, là. Les peer reviewers me disaient que c'était pas, que je devrais pas dire que c'était cool, mais dans mes articles, mais personnellement, je trouve que c'est juste cool. Donc, sur ce point-là, ça marche pas non plus. Ça renforce notre point que ça marche pas parce que déjà, ça marche pas théoriquement, mais en plus, les gens vont juste mentir si tu leur mets des entraves. Mais l'affaire, c'est que si tu as peur de rejet, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu veux pas faire une exploration honnête et ouverte de ton identité de genre, de ton expression de genre. Parce que si tu discutes tes peurs, tes incertitudes, ta relation avec ta mère, parce que les psychiatres et les psychanalystes aiment bien ça, mais ça pourrait te mener à des refus de soins. Qu'est-ce que tu fais? On parle pas. Surtout avec les listes d'attente monstrueuses, tu peux pas risquer ça. T'sais. Imagine, tu attends 3 ans sur une liste d'attente, puis là, ils disent ah non, finalement, on ne te donne pas accès. Puis là, il faut que tu recommences une autre liste d'attente pour 3 ans. Mais non, tu vas mentir. Puis on a même vu ça dans Bell versus Tavistock. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Bell versus Tavistock, qui était une poursuite au Royaume-Uni où Keira Bell, qui est une activiste anti-trans qui avait détransitionné, a dit dans le tribunal que le psychiatre a essayé de parler du spectre de genre de sorte à me convaincre de ne pas transitionner médicalement. Fait que j'ai pris ça comme une attaque envers mon niveau de sérieux quant à mes sentiments et ce que je planifiais, et ça me fait vouloir transitionner encore plus. Ça, c'est dans le cas d'une personne qui essaie de justement réduire l'accès aux soins, mais ironiquement, ce passage-là donne vraiment plutôt donne vérité au fait que les barrières, ça n'aide pas. Que faire ce pushback-là pour essayer de convaincre la personne de ne pas transitionner, au contraire, ça les empêche d'explorer leur identité de genre, c'est quoi la décision qui peut être la plus adaptée pour la personne. Autre chose, c'est que toutes ces barrières de soins-là, ça donne l'impression que si la personne détransitionne, c'est un échec personnel ou du système. Ça donne honte envers soi-même parce que tu te dis ah, ben c'est un manque de connaissance de soi, tu n'as pas assez exploré ton genre ou tu ne te comprends pas assez bien, puis c'est pour ça que tu as du regret. Puis ça, c'est doublement pire si tu as dû avoir recours à des mensonges, de la malhonnêteté, etc., pour avoir accès aux soins. Mais c'est aussi de la colère envers le système qui a permis la transition. Parce que tout ce système d'évaluation-là, ça devient un peu comme une promesse implicite de si tu sautes à travers ces hoops-là, tu ne vas pas avoir de regrets. C'est pour ça qu'on te fait passer à travers tout ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de barrières. C'est pour vraiment s'assurer qu'il n'y aura pas de regrets. Qu'est-ce qui arrive quand tu as encore du regret? Ben, tu sens ça comme un peu une trahison. C'est très normal. Je ne dis pas que tout le monde sent ça comme ça, mais ça devient assez naturel de se sentir comme ça.
Alors que dans un système basé sur le consentement éclairé, les transitions, c'est plus vu comme une étape possible du parcours de genre. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est pas la fin du monde. Dans certains cas, c'est pas nécessairement désirable, surtout si la personne vit avec des regrets assez importants, mais c'est vu comme part of the game. C'est vu comme quelque chose qui peut arriver et qui n'est pas nécessairement un problème, qui n'est pas nécessairement négatif. Et ça, ben, ça aide beaucoup à avoir moins de cette honte par rapport à soi, de cette idée de se blâmer soi-même, tout ça. C'est réduit quand tu vois la détransition comme simplement quelque chose qui peut être part de son parcours de genre. Les barrières, c'est aussi beaucoup la promotion de la transnormativité à travers de ces critères d'évaluation-là. Ça vient dire, on a une liste de critères, c'est ça que ça veut dire être vraiment trans. Ça veut dire être binaire, avoir une transition complète, être comme un homme ou une femme normal. Il y a vraiment cette idée-là d'un modèle très restreint et très homogène de c'est quoi être une personne trans. Ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça constraint les personnes. Ça veut dire que tu as moins de choix, tu as moins de façons d'être qui sont acceptées. Et donc, ça mène à notamment plus de chances de regret. Si tu veux, mettons, seulement avoir une mastectomie, mais tu te fais forcer à avoir des hormones avant, peut-être que tu vas aimer ça, peut-être pas. Puis tu n'as pas vraiment cette option-là, donc plus de chances de regret. Même que je connais quelqu'un, une femme trans aux États-Unis, qui s'est fait menacer de se faire retirer ses hormones si elle n'avait pas procédé à une chirurgie génitale. Et là, maintenant, elle vit avec des regrets assez importants par rapport à sa chirurgie génitale. Toujours trans, savait très bien qu'elle ne voulait pas de chirurgie génitale, mais c'était la seule façon de garder ses hormones. C'est assez horrible comme situation, je dois dire. Mais même si tu n'es pas dans cette situation-là où genre tu sais que tu veux quelque chose d'autre, puis tu te fais forcer, même si tu es dans une situation où genre tu penses que justement ce modèle binaire-là te fit assez bien, demeure que ça limite ton exploration de genre. Parce que si tu es vraiment un quote-unquote vrai homme trans, pourquoi poser plus de questions? Pourquoi avoir plus d'exploration? Ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut juste backfire, tu te rends compte que finalement, tu ne fais pas 100% dans le modèle, puis là, tu te fais retirer l'accès aux soins. Non, tu ne veux pas ça. Fait qu'évidemment, la structure, c'est vraiment, ça te pousse dans le fond à ne pas explorer. Ça peut aussi créer des attentes assez déraisonnables. Amy Marvin, prof de philo à... Je ne sais pas rendu où. Je pense qu'elle était à Lafayette College, quelque chose de même, aux États-Unis. Pour le moment, je ne sais pas combien de temps ça va rester. Je ne sais pas combien de temps il va y avoir des universités. Non. Mais ça crée des attentes déraisonnables. Souvent, tu vas avoir cette idée-là de OK, si j'ai, mettons, telle ou telle chirurgie, ça va être comme une solution magique et tous mes problèmes de la vie vont disparaître. Pourquoi? Parce que tu as cette idée-là qui est promue par le gatekeeping, par les personnes qui imposent des barrières, qui disent ah, mais ça, c'est une vraie personne trans, ça, c'est vraiment, genre, quand tu as ta chirurgie, tu es rendu vraiment une femme ou vraiment un homme, puis tout est résolu. Puis l'affaire, c'est que oui, souvent, ça va être comme vraiment fucking nice, mais demeure que c'est quand même pas magique. Là. Si tu as des problèmes sur le plan social, tout ça, souvent, ça va rester. Ça améliore les choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes qui existent nulle part. Et donc, ça crée des attentes déraisonnables. Qu'est-ce qui arrive quand tu as des attentes déraisonnables et que tu te rends compte que finalement, ça n'a pas été si magique que ça. Ça a été bien, mais pas magique. Ben, c'est un peu un feeling de trahison. Tu es comme, ah, tu m'avais. Moi, le message que j'ai reçu, c'est tout allait être super nice, parfait, puis j'allais pouvoir vivre comme personne cis, whatever. Puis
Puis finalement, c'est pas de même, ben, t'es comme yo, fuck you, genre, qu'est-ce que c'est ça? Même si ça avait été un peu comme moins, s'il y avait eu moins de gatekeeping, probablement que t'aurais été comme ok, genre, c'est pas. Ça aurait été nice que tous mes problèmes n'existent plus dans la vie, mais ça marche pas de même le monde. Mais au moins, un problème de moins dans la vie. Fait que toujours ça de nice. À part de ça, tu as aussi l'aspect de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est cette idée-là d'avoir des désirs ou des euh, buts alignés entre les professionnels de la santé et les clients ou patients, selon le cas. Mais ça, c'est vraiment basé sur justement ce sentiment de collaboration vers un but conjoint. Alors que quand il y a des barrières, ben, c'est plus une structure d'antagonisme. C'est cette idée de on n'est pas en train de collaborer comme un but conjoint, j'essaie de convaincre de me donner accès aux soins. Puis ce qui arrive, c'est quand tu as cette structure plus d'antagonisme, ben, c'est pas mal plus difficile pour les professionnels de la santé de faire de l'aide avec d'autres problèmes. Puis on s'entend que souvent, les personnes n'ont pas juste un problème dans la vie. T'sais. Ça serait nice, mais c'est pas si simple que ça. Fait que c'est plus difficile de donner d'envoyer la personne, mettons, pour des consultations sur le plan de la santé sexuelle, santé mentale. C'est plus difficile d'encourager des soins préventifs parce que tu veux minimiser l'interaction avec la personne qui est un peu comme ton ennemi à vaincre. Puis aussi, ça veut aussi dire que tu as un peu peur de demander de l'aide avec certains problèmes que tu peux avoir. Par exemple, qu'est-ce qui arrive si je demande du support par rapport à l'autisme? Je pense potentiellement être autiste, hypothétiquement, parce que je sais que je le suis, dans ce cas. Mais tu sais, rewind time, je pense potentiellement être autiste, mais si je dis à mon docteur, potentiellement, ça veut dire que j'aurais pu, que je ne vais pas pouvoir avoir accès aux hormones parce que, oh non, si t'es autiste, peut-être que c'est ça, puis que t'es pas vraiment trans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas demander d'aide. Je vais me taire, zoup, je vais obtenir mes hormones, puis peut-être plus tard, je vais aller obtenir le support que je désire. Et enfin, dernier point de cette partie, ça aussi fait entrave à la divulgation d'informations par rapport au consentement libre et éclairé. Parce que le consentement doit être libre et éclairé. En anglais, informed consent. C'est plus cute en français. Consentement libre et éclairé. L'autonomie médicale a principalement deux aspects en éthique médicale. Un, c'est le droit de refuser des soins. Mais l'autre aspect important, c'est d'avoir des informations de qualité pour pouvoir vraiment prendre une décision. Parce que c'est bien cute d'avoir le droit de dire non, mais si tu n'as pas des informations pour prendre une décision, might as well pas avoir le droit de dire non. Ça revient un peu au même dans certaines situations. Or, déjà, les barrières de soins, surtout comme toute l'évaluation et tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu prends beaucoup de temps, tu as déjà une liste d'attente de genre 2-3 ans, plus au Royaume-Uni, c'est quoi, ça va dire genre 7 ans, whatever, de même, quelque chose de même, c'est un peu absurde. Ben, ça te laisse moins de temps pour donner des informations. Et qu'est-ce qui arrive quand tu as moins d'informations? Ben, tu prends des moins bonnes décisions. Qu'est-ce qui arrive quand tu prends des moins bonnes décisions? Ben, tu as plus de chances de regretter. Et donc, ça fait entrave à ce niveau-là, au niveau du temps, mais ça fait aussi que souvent, les médecins vont être comme ah, mais t'es vraiment trans, fait que j'ai pas vraiment besoin de te donner plus d'informations que ça, parce que je sais que ça va bien aller. Ce qui est vraiment pas une bonne façon de penser, mais qui est quand même très, très commun dans nos domaines. Mais il y a aussi le fait que, ben, moi, si j'ai peur de me faire refuser l'accès aux soins, je vais pas demander mes questions. Et ça arrive si je demande pas mes questions, ben, j'ai pas d'informations en réponse. Puis, donc, j'ai moins d'informations sur la base de laquelle faire
de décision. Donc, si on met ça tout ensemble, ce que ça nous dit, c'est qu'on a des bonnes raisons de penser que les barrières aux soins, c'est vraiment au détriment des personnes des trans. Ça démantèle complètement l'idée centrale qui est qu'il y a une opposition d'intérêt entre les personnes trans et des trans par rapport à l'accès aux soins puis par rapport aux barrières de soins. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Les barrières de soins, c'est au détriment autant des personnes trans qu'aux personnes des trans. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ces informations-là? C'est tellement mon expression favorite. J'essaie de dire des fois en micro, j'enseigne des gens en anglais, je suis comme, qu'est-ce que ça mange en hiver? Comme, what does it eat in winter? C'est ça. Donc, déjà, premier corollaire, si les évaluations de genre, ça ne fonctionne pas, ben, on ne devrait pas les pratiquer. De un. Corollaire 2, si les évaluations nuisent aux personnes des trans, ça veut dire que, dans le fond, ça nuit à tout le monde. Si ça nuit à tout le monde, ben, c'est doublement important de les abandonner. Cette idée-là d'une opposition entre les intérêts des personnes trans et des trans, c'est une fausse opposition qui est principalement à l'intérêt des forces politiques anti-trans. C'est une opposition qui est un peu créée par des groupes TERF, mais aussi conservateurs. Alors qu'il y a vraiment deux principes qui sont au cœur tant des groupes trans que des trans, soit la diversité des parcours de genre et l'autonomie médicale, ce qui veut dire la capacité, le support pour prendre les meilleures décisions possibles pour soi-même. Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre ces décisions pour toi, il faut que tu les prennes pour toi-même, et donc la meilleure chose à faire, c'est de donner tout le support que tu peux avoir besoin pour prendre ces décisions-là. Il y a aussi des adversaires partagés entre les communautés trans et les trans. Déjà, adversaires, transnormativité, homogénéisation des parcours de genre. Tout le monde trans est pareil, tout ça. Non, fuck all. Et ça, c'est dommageable tant aux personnes trans que des trans. La transphobie, puis tous ces messages de mutilation qui se fait pitcher envers les personnes des trans et les personnes trans, c'est dommageable, tant pour les personnes trans que des trans. Et aussi, adversaire, les pratiques médicales qui sont désautonomisantes, qui enlèvent l'autonomie des gens. J'ai presque fini. Donc, comment est-ce qu'on rejoint ces intérêts-là partagés? Ben, de un, on centre un modèle de consentement éclairé fort. Ce qui veut dire, on ne va pas venir gatekeeper tout ça, on va supporter l'autonomie des gens à prendre des décisions par rapport à leur genre, par rapport à leur parcours de genre. Et ça, ce qui est important, c'est de communiquer clairement aussi le rôle clinique sans gatekeeping, sans barrière de soins, parce que souvent, une chose qu'on va voir, c'est que les personnes vont dire qu'ils ne font pas de gatekeeping, mais ils ne communiquent pas cette information-là. Mais si la personne en face de toi ne sait pas que tu ne gatekeepes pas, il y a beaucoup de désavantages du gatekeeping qui vont continuer à se faire vivre. Il faut désapprendre la transnormativité dans le monde clinique. C'est vraiment important. Il faut apprendre plus par rapport aux soins et aux besoins des personnes des trans. Ça devrait être vraiment revu comme une part intégrale des soins en santé trans. Il ne devrait pas avoir cette idée de les soins trans, les soins des trans, ça devrait tout être le même domaine et des informations et des connaissances devraient toujours venir ensemble. On a besoin d'une individualisation puis une expansion aussi des options médicales, peu importe l'identité de genre. Des options par rapport au dosage, des interventions qui sont peut-être vues comme contradictoires, comme par exemple prendre de l'estrogène, mais aussi vouloir une mastectomie parce que tu ne veux pas le développement du sein, mais tu veux les autres développements par rapport à l'estrogène. Toutes ces choses-là, des chirurgies aussi qui sont considérées peut-être comme non typiques, donc mastectomie sans nipple.
aussi intervention où tu peux avoir à la fois pénis-vagin, etc., etc. Mais aussi une individuation de l'approche clinique. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez dans le monde trans, dans le monde de la santé trans, c'est que les personnes n'ont pas toutes les mêmes désirs et les mêmes besoins par rapport à l'approche clinique. Puis souvent, même dans l'approche qu'on dit approche de consentement éclairé, souvent c'est un peu un modèle unique. Tout le monde se fait traiter un peu de la même façon. Oui, il y a une individualisation, mais ultimement, c'est OK, on va se parler un peu, puis après ça, je vais faire une prescription. Alors que des fois, tu as du monde qui veulent prendre plus de temps, qui veulent avoir les évaluations qui normalement seraient du gatekeeping, sont plus communes en gatekeeping, mais des fois, c'est juste utile à avoir pour prendre une décision. La personne n'est pas nécessairement sûre ou veut juste avoir plus d'informations pour prendre sa décision. Ça devrait être une option, ça devrait être quelque chose qui est présenté de façon ouverte. Après ça, et mon dernier gros point, c'est des recommandations pour les communautés trans. Je ne vais pas faire des recommandations pour les communautés des trans parce que ce n'est pas ma communauté. Déjà, avoir plus de dialogue, plus d'ouverture envers les communautés des trans qu'envers les personnes des trans. Trop souvent, détransitionner, c'est perdre sa communauté. Puis ça, c'est vraiment, vraiment triste. Je comprends que oui, c'est comme vraiment difficile dans l'espace politique actuel, mais trop souvent, l'hostilité que les personnes des trans vivent dans les communautés trans, ça les pousse dans les bras de communautés anti-trans, puis ça amène à de la radicalisation. Donc, ça, c'est mauvais pour les personnes des trans, mais c'est aussi mauvais pour les communautés trans à long terme. On a vraiment besoin de rejeter la transnormativité puis les discours qui sont trop homogénéisants, qui n'ont pas de nuances. Aussi, par rapport à l'impact des interventions de transition, on doit accepter qu'il y a du monde qui va avoir des regrets importants. Ça va arriver, peu importe ce qu'on fait. Il faut reconnaître ça, puis il faut être capable de supporter les personnes qui vivent ces regrets-là. C'est pas une attaque. Quand quelqu'un détransitionne, c'est pas une attaque envers les personnes trans. Tu peux avoir une attaque pour ces personnes trans en plus de la détransition, mais la détransition en soi n'est pas une attaque sur les personnes trans. Et les meilleurs choix peuvent avoir des résultats poches. Une des premières affaires qu'on apprend en éthique médicale, c'est que les meilleurs choix du monde, des fois, ont des conséquences fucking poches. Puis, il faut apprendre à vivre avec ça en tant que communauté. On doit aussi, je pense, mettre à jour notre conception du genre et des parcours du genre pour être encore plus fluide. Parce que actuellement, souvent, ça inclut pas la détransition dans cette conception des parcours du genre fluide et non homogène. Ça, je pense, c'est important. À la place de parler de genre inné puis de genre de mon cerveau depuis que je suis bébé. Surtout que bébé, je suis pas sûr que j'avais tant de cerveau que ça, personnellement. Même, même ado. Joke, joke. Mais à la place de parler genre inné, on devrait parler de toute détermination, puis du genre comme une façon de création de sens, puis d'autocréation, pas comme cette affaire innée-là dans notre cerveau. Et concrètement, sur le sol, je pense qu'on a besoin de créer des alliances, créer des communautés contre la montée de transphobie qui est aidée, qui se fait supporter par la détransphobie. L'instrumentalisation des personnes des trans, c'est justement c'est des préjugés, puis la discrimination envers les personnes des trans. Et sans soins de transition aussi, il n'y a pas vraiment de soins de détransition. Faire front commun avec des communautés et des alliances concrètes, je pense que c'est une part importante du mouvement contre la montée de la transphobie. Et donc, petit mot de la fin, les communautés trans et des trans, c'est des alliés naturels. La cisnormativité, ça blesse tout le monde, ça heurte tout le monde, qui est plus que temps de faire des efforts pour vraiment plus se rejoindre et faire front commun. À bas l'ère du gatekeeping et longue vie à l'ère de l'autodétermination de genre.
Et c'est tout ce que j'avais à dire.